Salut à tous, je suis ravi d'être votre nouveau présentateur. Par contre, il y a déjà un truc qui cloche. Dans mon contrat, il est marqué que je serai la seule bombe dans cette émission. Et là, qu'est-ce que je vois? Et tout ça parce qu'on fait une émission sur Dali. Non, non, ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Ici, je suis en train de faire des adaptations des couvertures d'Olivier Rameau, mais un peu transformées. Par exemple, c'est celle-ci, le miroir à trois faces, où on voyait Olivier Rameau dans le miroir. Et ici, j'ai eu l'idée de faire un peu la même scène, mais en mettant colombe plutôt. Là, je dessine une colombe. Je n'ai pas l'habitude de la dessiner comme ça. Extrêmement fâchée, puisque c'est une colombe qui est contaminée par un virus. Très à la mode. C'est vrai que j'ai cette réputation de ne pas travailler beaucoup et de passer mon temps à voyager un peu partout dans le monde. Bon, c'est exact que j'aime bien ça. J'ai tout de même, si on ne parle que des albums, une quarantaine d'albums à mon actif. Bien sûr, c'est ridicule face à un Herman qui doit en avoir 250. J'exagère un peu, mais au moins 150 en tout cas. Cela dit, tous ces albums ont été réédités plusieurs fois avec des couvertures différentes. Je crois que le record, c'est Histoire sans héros qui doit avoir à peu près une quinzaine de versions différentes. Bref, ce sont des albums qui vivent. Les voyages sont par contre quelque chose de très important pour moi. Je suis un enfant des Ardennes, donc loin de la mer, mais je lisais énormément et j'étais passionné notamment par tous les récits de voyage. Je trouvais même que c'était injuste que moi, au XXe siècle, je n'ai jamais dépassé les frontières de mon pays, alors que je lisais des aventures d'explorateurs et qui avaient fait le tour du monde. Je trouvais ça injuste. Je me suis rattrapé depuis. Et tous ces voyages, en fait, je m'en sers comme documentation. J'essaye de restituer cette ambiance sonore, cette ambiance olfactive, cette couleur, cette lumière, rencontrer les gens, etc. Et maintenant, si un scénariste me propose, par exemple, une histoire qui se passe au Guatemala, etc., je ne pourrais pas dessiner le Guatemala si je n'y suis pas allé. Je pense que c'est très important de continuer à avoir envie de raconter des histoires, à avoir envie de faire des albums, bref, d'avoir des projets. Le pire cauchemar pour moi, ce serait de me lever le matin, par exemple, et de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai toujours eu peur un peu de ne pas avoir de boulot. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis toujours en retard, parce que j'ai tendance à en prendre plus que ce que je ne peux en faire. En 1964, si je me souviens bien, sorti de l'école supérieure des beaux-arts de Saint-Luc à Liège, où je faisais des études en publicité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas à l'époque de section BD. Il y avait en fin d'études des expositions de travaux d'élèves, puisqu'il y avait des travaux d'illustration, publicitaires, etc. Et un dessinateur, Mitei, un dessinateur liégeois, était venu visiter cette exposition et il avait besoin d'un assistant. Il a remarqué mes dessins et il m'a proposé la place d'assistant. Mon deuxième coup de chance, c'est que Mitei était lui-même l'assistant de Grec et de Tibet. Et donc j'ai commencé mon boulot en faisant les décors de Ricochet et aussi les décors de Quentin Gentil et les As, une série que Grec faisait pour le journal PIF. Ma collaboration avec Mitei a été interrompue par le service militaire, où j'ai commencé d'ailleurs à travailler pour le journal Tintin avec quelques histoires complètes, etc. Et puis je reçois un coup de fil, j'étais toujours à l'armée, de Grec qui me dit « mais est-ce que vous accepteriez donc de monter à Bruxelles et je vous engage dans mon studio ». J'ai rencontré là pour la première fois Dupas et Herman.
Et 8 mois après, Greg m'a écrit cette fantastique aventure, extraordinaire odyssée de Olivier Rameau et de Colombe Tirdel. Et tout est parti de là. Mon idole absolue, c'était Maurice Tillieux, avec Gilles Jourdan. Pour moi, c'était la quintessence de ce qu'il fallait faire en BD. Et donc, j'avais envie de faire ça. Et puis Greg s'amène avec une histoire d'oiseaux rasibus, de ziroboudon, de tartes mal cuites, et de trucs absolument farfelus. Et je me suis, dans un premier temps, mais c'est pour moi ça. Et puis je me suis piqué au jeu. D'abord, il savait comment me prendre, puisqu'il y avait Olivier Rameau, il y avait surtout Colombe, donc il savait que j'aimais bien dessiner les jolies filles. Et donc ça a commencé. Et je suis entré dans cet univers et je me le suis approprié. On doit relire Greg. C'était un dialoguiste exceptionnel. Il n'y avait pas un mot à changer. On ne pouvait pas remplacer une phrase par une autre. C'était celle-là qu'il fallait. Il n'écrivait jamais l'histoire dans son entièreté. Il improvisait au fur et à mesure. Il faisait 5 ou 6 pages par 5 ou 6 pages. Et parfois, quand un personnage venait bien dans le crayon du dessinateur ou qu'il le sentait bien, hop, il lui donnait subitement une importance bien plus grande que prévu au départ. Dans la proposition de Greg, il y avait le personnage de Colombe, donc qui m'a tout de suite plus intéressé que tous les autres personnages, je dirais. Et au départ, elle était relativement sage, c'était la petite blonde de service, je dirais. Et très très vite, Greg lui a donné, alors que je rappelle qu'on était là en 69, donc la création c'est même fin 68. Il était déjà féministe, Greg. Il a donné très très vite un caractère à cette petite blonde. Ce n'était pas une potiche, ce n'était pas un accessoire du décor. Non, c'est une vraie personnalité. Et au fur et à mesure des albums, elle montre d'ailleurs une très très forte personnalité. C'est souvent elle qui dit à Olivier Rameau, bon ben là tu dois y aller, quoi. Voilà. Physiquement, je ne suis pas allé très loin. Ma femme était à côté de moi, voilà, c'était la jolie petite blonde avec le même caractère impossible d'ailleurs que Colombe, mais très jolie, et donc voilà, je m'en suis servi comme modèle. Je suis chez moi dans Olivier Rameau. Je me retrouve dans mes habitudes, ce qui ne m'empêche pas d'essayer toujours de progresser, de trouver une manière plus efficace encore de rendre cette fantaisie incroyable créée par Greg. Mais je reprends les personnages avec une facilité qui m'étonne moi-même. J'ai même, c'est un petit peu ambitieux peut-être après autant d'absence, mais poussé par mon nouvel éditeur, donc Canes Éditions, je vais en refaire un. Je vais faire un nouvel Olivier Rameau sur un de mes scénarios en plus. Au bout de 4 ou 5 Olivier Rameau dans un style donc humoristique, j'avais vraiment envie d'essayer de faire du dessin réaliste. Et Greg, sachant ça, m'a dit « Tiens, j'ai un jeune scénariste qui m'a remis un synopsis. Si vous voulez le lire, Histoire sans héros, signé par un certain Jean Van Hamme. » La particularité, c'était un one-shot. Ça n'existait pas. Et donc, j'ai fait Histoire sans héros, qui était publié en chapitres dans le journal, pendant l'été d'ailleurs. Voilà, donc on n'avait pratiquement aucune chance de succès, et ça a été un boom au référendum, quoi. Ça a été plébiscité tout de suite, les gens ont accroché, parce que c'est une très 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 bonne histoire de Jean Van Hamme, qui était presque inconnu à l'époque. Là aussi, c'est chercher la femme, c'est Colombe en fait qui a été le déclencheur de tout ça. Un jeune éditeur avait remarqué qu'en séance de dédicace, il y avait énormément de lecteurs qui me demandaient Colombe, qui me demandaient de la sortir du contexte d'Olivier Rameau et surtout de la sortir de sa robe. Et donc il s'est aperçu que j'avais beaucoup de plaisir et que je ne me débrouillais pas trop mal pour dessiner les jolies filles déshabillées. Et donc il m'a dit, mais si on faisait un bouquin comme ça. J'avais des copains, comme Tibet par exemple, qui racontaient les blagues comme personne. C'était le meilleur raconteur d'histoire du monde. Il racontait les histoires comme personne. Et je me suis aperçu que ces blagues, assez coquines, assez grivoises, avaient le format d'un gag, en fait, d'un gag BD. On a fait un premier album avec Bob de Groot qui l'a
orchestré en le classant par chapitre, etc. Et ça a été un succès phénoménal dès le premier album, quoi. Et à cause peut-être de ce mélange de styles, donc presque classique franco-belge, je dirais, et ces blagues coquines. On n'avait jamais fait ça. Bien sûr, il y avait Reiser, Villemain, etc., mais avec leur dessin-écriture extraordinaire, hein, je ne discute pas, mais qui était parfaitement adapté à ces blagues-là. Mais le succès, je crois, de ces albums coquins vient du fait que c'est presque de l'école franco-belge, mais avec des filles à poil et avec des gars coquins. Les scénaristes avec qui j'ai travaillé, c'est toujours une rencontre, d'abord humaine, des gens que j'apprécie, que j'aime bien. Avec Arleston, on a les mêmes goûts, on s'amuse bien ensemble. Et quand il y a eu l'opportunité pour lui de créer des univers parallèles au monde de Troie, il m'a proposé les guerrières de Troie. Et là, ce qui était intéressant, c'est de créer 3 personnages féminins différents. J'ai un défaut que je partage avec Walteri, c'est qu'on dessine toujours les mêmes filles. Et voilà, j'ai essayé là de créer 3 caractères différents. Ça a très très bien marché. Le problème, c'est que, et ça c'est un peu c'est mon problème, c'est que je me réapproprie toujours les scénarios qui me sont proposés par des scénaristes. Et Christophe, il n'aime pas trop ça. Voilà. Et donc, la collaboration s'est arrêtée là. En ce qui concerne Yves H., donc le fils d'Hermann, j'étais invité à son mariage et il épousait une Roumaine et le mariage avait lieu en Roumanie. Et moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire de Dracula. Et on a profité de ce voyage en Roumanie, ma femme et moi, pour prolonger d'une bonne dizaine de jours, de faire un voyage sur les traces de Dracula. On revient en Europe et j'invite Hermann et Yves et leurs épouses à la maison et je leur raconte ce voyage. Et je dis, j'aimerais bien faire une histoire là-dessus. Et Yves, qui écoutait sans rien dire, m'a amené ce synopsis d'un dessinateur en voyage en Roumanie sur les traces de Dracula, etc. Donc voilà, et ça s'est passé comme ça. Ludivine, qui était une sorte d'ovni alors qu'il était prévu de faire des suites, c'est un album que j'ai adoré faire sur le scénario de Héroc. Et je crois que lui s'est amusé chaque fois qu'il recevait les planches de tout ce que j'ajoutais au scénario. On s'est vraiment bien entendu. Donc parfois, c'est uniquement du plaisir. Et je dirais que c'est presque la motivation principale. Le dernier en date des scénaristes, c'est Denis Lapierre. Il me dit, voilà, j'ai une histoire pour toi. Je l'ai écrite en pensant à toi. Et si tu ne la fais pas, je la donne à personne d'autre. On ne peut pas refuser une proposition comme celle-là. Et donc, je l'ai écouté avec attention et il m'a raconté cette histoire d'un homme qui passe. Et c'est vrai qu'il y a, comment vais-je dire, des analogies, il y a un rapport évidemment avec ce que je suis, mais on a vécu la même époque de grande liberté des années 70-80. C'est ça la base de l'histoire, c'est ce conflit de 2 générations, d'un homme, sa vie est très très libre, il n'a pas d'attache, et une jeune femme d'aujourd'hui qui, pour des raisons très personnelles, ne comprend pas ce comportement et en veut à mort, c'est le cas de le dire, au personnage masculin principal de l'histoire. Donc les gens qui me connaissent pourraient avoir une lecture un petit peu « oui mais il a fait ça ». Ben non, je n'ai pas fait ça. Moi je suis marié avec la même femme depuis plus de 40 ans, donc voilà. Mais il y a des connexions. Alors là, contrairement à ce que si je cache le titre, je dis tiens c'est une nouvelle histoire, qu'est-ce qu'il fait encore Dany, ce qu'il fait comme d'habitude, des nanas à moitié à poil. Eh bien, c'est un Spirou. C'est la première page du Spirou que je fais avec Yann. Et vous verrez que c'est parfaitement justifié. Certains dessinateurs se spécialisent un petit peu, c'est-à-dire en tout cas, il y a des choses qu'ils n'aiment pas faire. Et moi, j'aime tout dessiner. J'ai autant de plaisir à dessiner une locomotive qu'une jolie fille. Un peu plus une jolie fille quand même, mais j'aime tout dessiner, tout m'intéresse. C'est un petit peu comme la technique aussi. J'adore le crayonné, j'aime bien la mise au net et j'adore la couleur. Ce dont j'étais assez content et en même temps, bon, je sais que je ne suis pas Emmanuel Lepage, mais les scènes de mer déchaînées, etc., c'est assez compliqué à faire. Il y a à la fois cette densité de l'eau et en même temps cette transparence, ce côté liquide. Donc il faut jouer avec cette masse d'eau qui doit être impressionnante et en même temps il faut qu'on sente que ce n'est pas du carton ou que ce n'est pas de la pierre, que c'est de l'eau.
Et il y a des effets dont j'étais assez content, cette transparence, on sent le mouvement du bateau, etc. Je vous assure que j'ai autant de plaisir à faire ça qu'à faire ça. C'est pour moi le plaisir pareil. C'est peut-être un peu plus facile ici, en humoristique, parce que je n'ai pas le talent d'un Herman ou d'un François Bouc, je n'ai pas leur facilité. Mais j'ai autant de plaisir, voilà. Même s'il y a plus de boulot. Je vais un peu plus au charbon quand même quand je fais du réalisme. C'est, encore une fois, le maître mot, c'est le plaisir. C'est vraiment le moteur essentiel de tout ce que je fais. Je dirais que je mettrais ça tout au-dessus dans les motivations qui me font faire ce que je fais. Voilà.